Professeur Ndiogou, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Indou. Merci également pour l'équipe qui a préparé la leçon. Je pense que j'ai été déjà présenté par le professeur Indou. Moi, je suis à Saint-Louis, au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis également au centre hospitalier régional de Saint-Louis, donc où j'officie en tant que pédiatre. Alors, par rapport au cours qui a été présenté, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas pu voir les diapositives. Je ne sais pas. Bon, au début, je pensais qu'il n'y avait pas, donc il n'y avait pas un support PowerPoint. Et quand je vous ai entendu dire qu'il y a un décalage, je me suis rendu compte qu'il y avait un support PowerPoint. Bon. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu les diapositives. Ok. Peut-être après, je vais voir avec ma machine. Oui, c'est ça. Alors, grosso modo, je pense sur le plan de la forme, le plan est respecté. Donc, c'est ce qu'on attend de ce cours. Donc, un plan diagnostic-traitement. Donc, généralité, diagnostic, traitement. Donc, ça a été respecté donc, d'une manière générale. Peut-être il y a quelques éléments qui se glissent dans des chapitres dans lesquels ces éléments ne sont pas attendus. Donc, ça, je vais le notifier donc, en faisant un commentaire global par rapport à la leçon. Alors, par rapport à la définition, je pense que, comme on a déjà vu l'anémie, et ça a été déjà défini, ici, il y avait deux termes à définir. Donc, il y a anémie et hémolyse. Donc, je pense que ça a été défini. Maintenant, par rapport à l'intérêt, surtout sur le plan épidémiologique, je pense que peut-être rajouter que les anémies hémolytiques constituent la deuxième cause d'anémie donc, chez les enfants, en dehors donc, des carences. Donc, je pense que ça, c'est un élément important. Vous êtes revenu sur la prévalence des anémies hémolytiques dans le cadre de la drépanocytose. Mais je pense qu'avoir également un chiffre par rapport à la fréquence des anémies hémolytiques dans notre contexte, ce serait également bien. Intérêt diagnostic, c'est vrai que le diagnostic, il est clinique, il est orienté par la clinique, mais il y a également une partie de la biologie. Et maintenant, le diagnostic étiologique, là, ça demande une enquête, hein, il y a une triple enquête. Mais malheureusement, il y a certaines explorations qui ne sont pas disponibles, donc permettant de faire le diagnostic dans notre pratique quotidienne. Donc, je pense que ça aussi, c'est un élément qu'il faut signaler. Et que sur le plan pronostic, donc le retentissement, c'est le retentissement de toute anémie. Et également, il y a le retentissement des l'hémolyse donc sur différents organes. Alors, les causes, moi je pense qu'ici, vous étiez trop vague. Hein? Quand vous dites que les causes sont dominées par les étiologies constitutionnelles, moi je pense qu'il faut au moins citer quelques causes d'anémie hémolytique les plus fréquentes dans notre contexte. Donc, de citer la drépanocytose, hein, carrément, donc dire que la drépanocytose est très fréquente dans notre contexte. Mais il y a aussi les infections, notamment le paludisme. Donc ça, c'est des étiologies sur lesquelles il faudra après insister. Et il y a également donc les causes immunologiques, notamment donc l'incompatibilité photomaternelle donc dans le système rhésus. Donc insister donc dès les généralités sur ces causes-là. Comme ça, quand vous allez traiter la partie diagnostic étiologique, vous allez insister sur ces causes. Parce que ce sont ces causes qu'on rencontre le plus fréquemment dans notre pratique quotidienne. La partie sur le rappel physiopathologique, bon, je ne sais pas, mais comme je n'avais pas suivi les diapositives, c'était un peu compliqué de suivre. Et je pense aussi qu'il faut vraiment le simplifier. Il faut vraiment simplifier ce rappel-là. Donc, moi, je pense qu'il faut voir comment simplifier ce rappel. Parce que c'était un peu difficile à comprendre par moi. Alors, le diagnostic positif, commencer par les circonstances découvertes, oui, c'est bien. Mais là où il y a un souci, c'est
quand vous dites à la clinique, alors moi, je pense qu'il faut séparer un signe fonctionnel et un signe physique. Donc, parler des signes fonctionnels, c'est-à-dire des signes fonctionnels d'hémolyse. Hein. Vous avez parlé donc d'urine concentrée, etc. Donc, revenir sur les signes fonctionnels d'hémolyse et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir à l'examen de cet enfant-là? Alors, c'est classique de revenir sur les conditions d'examen de cet enfant. C'est un enfant qui est vraiment déshabillé. L'enfant est examiné dans une salle avec la lumière du jour, donc permettant donc de bien regarder les muqueuses. Je ne vais pas revenir sur les éléments d'examen permettant de retrouver la pâleur. Mais si on examine l'enfant en lumière du jour, ça nous permet de voir l'ictère, donc qui est un élément aussi d'hémolyse. Donc, il faudra faire la part des choses entre les signes fonctionnels et les signes physiques dans cette partie. Et ensuite, il y a la biologie, comme on dit anémie hémolytique. Anémie, il faudra confirmer par un hémogramme. Alors, vous avez parlé des stigmates d'hémolyse. Là aussi, c'est vague. Donc, quand vous donnez les éléments de la biologie, vous donnez l'hémogramme, mais ensuite, vous donnez quels sont les stigmates d'hémolyse qu'il faut rechercher. Okay. Il faudra, je pense, revenir sur ça et détailler par rapport à ces stigmates d'hémolyse. Le diagnostic de retentissement, donc là, c'est le retentissement de l'anémie, mais également, il y a aussi le retentissement de l'hémolyse sur d'autres organes. Alors, je ne sais pas, professeur, une ictère nucléaire dans le retentissement de l'anémie, dans des anémies hémolytiques. Bon, si c'est un ictère du nouveau-né, le retentissement, on craint en cas d'ictère à bilirubine libre, un ictère nucléaire. Mais du retentissement des anémies hémolytiques, ictère nucléaire, bon, ça me paraît quand même. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez après. D'accord. L'ictère nucléaire. Alors, le diagnostic différentiel, il y a le diagnostic différentiel de l'anémie, il y a également les diagnostics différentiels donc, des autres causes d'anémie. Donc, également, vous avez parlé des anémies post-hémorragiques et anémies différentielles. Alors, le diagnostic étiologique, là également, il faut partir sur une triple enquête, hein, une enquête anamnestique, clinique et paraclinique. Dans l'enquête clinique, ça de l'examen physique, il y a des éléments d'interrogatoire qui se sont glissés dans cette partie. Vous parlez de vertige, acouphènes, donc moi je pense que ça c'est des éléments d'interrogatoire, donc c'est des signes cliniques qu'il faudra rechercher, donc ça s'est glissé dans l'examen physique. Et dans les explorations, moi je pense qu'il y a un minimum d'exploration standard, donc il faudra réaliser en cas d'anémie hémolytique standard déjà, avant de réaliser d'autres explorations donc en fonction de l'orientation étiologique. Mais tel que présenté, on pense que c'est toutes ces explorations qu'il faudra faire. Franchement, il y a des explorations d'abord à faire, un bilan d'abord, et ensuite il y a des explorations en fonction de l'orientation étiologique. Et quand vous donnez une exploration en fonction de l'orientation, il faut dire c'est pour rechercher telle chose. Donc, ça aussi, c'est des éléments à préciser. Alors, par rapport aux étiologies, moi, je pense que là, ça demande à être réorganisé quand même. Parce que la manière dont ça a été livré, c'est un peu désorganisé. Je pense que partir sur des causes corpusculaires et extra-corpusculaires, c'est bien. Et ensuite, dans chaque groupe, il y a des causes quand même sur lesquelles il faudrait s'arrêter et expliquer. Donc, j'ai parlé tantôt de la drépanocytose, donc il fallait s'arrêter et vraiment dire quelques mots sur ça. Également, les allo-immunisations, donc chez le nouveau-né, l'incompatibilité photomaternelle dans le système ABO et Rhésus, donc s'arrêter et vraiment expliquer. L'anémie hémolytique auto-immune, également s'arrêter et donner quelques éléments. Les causes infectieuses, donc le paludisme, donc c'est essentiel également de s'arrêter. Les causes mécaniques, surtout donc les microangiopathies, donc s'arrêter également, donc donner quelques éléments du diagnostic. Et maintenant, bon, je pense que c'est une option de votre part, mais
on pouvait également mettre quelques éléments de